Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une nouvelle semaine positive sur les marchés d'actifs risqués notamment. Le rebond a commencé la semaine dernière et s'est prolongé tout au long de la semaine pour les indices actions en Europe notamment, qui afficheront donc un nouveau gain hebdomadaire avec un CAC 40 qui est revenu à plus de 6200 points. Vous aurez le détail dans un instant de cette séance marquée à nouveau par des résultats d'entreprise. On est en pleine période de publication des résultats. Semaine marquée également évidemment par la décision de la Banque Centrale Européenne. On a l'occasion d'y revenir bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Et puis des indications conjoncturelles qui confirme ce qu'on commençait déjà à voir à travers certains indicateurs avancés. Les enquêtes du jour, PMI, nous montrent quand même que la conjoncture est en train de s'affaiblir ici et là, dans le secteur manufacturier en Allemagne, par exemple. On atteint des zones de contraction économique. Dans le secteur des services aux États-Unis, on l'a vu également. Là aussi, on entre peut-être en territoire de contraction d'activité. Et donc, ces indicateurs conjoncturels, effectivement, laissent entrevoir un troisième trimestre qui sera compliqué pour la zone euro, pour les États-Unis également. Et dans ce contexte, quelle sera l'attitude des banques centrales à la rentrée ? Le sujet de l'inflation est en cours de traitement, on va dire ça comme ça, maintenant que même la Banque Centrale Européenne a rejoint le mouvement des hausses de taux avec une première hausse de taux historique de 50 points de base pour entamer un cycle de normalisation de sa politique monétaire. Est-ce qu'on arrive à un pic en matière d'agressivité, de resserrement des politiques monétaires ? C'est une question qu'on se posera également avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Mais avant cela, le détail des infos clés du jour sur les marchés en fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Le CAC se maintient dans le vert. L'indice est en passe de boucler sa meilleure semaine depuis un mois, avec une contraction annuelle retombée à 13% contre environ 18% fin juin. La reprise des flux de gaz russe vers l'Europe atténue momentanément les inquiétudes ambiantes liées au resserrement des politiques monétaires et à la crise politique en Italie. Et puis on retient un autre facteur qui, bien que peu surprenant, n'est pas pour réjouir le marché. L'activité économique en zone euro dans le secteur privé s'est contractée en juillet. Elle est pour la première fois depuis février 2021 en repli sous l'effet d'une inflation toujours élevée. L'indice est retombé à 49,4, son plus bas niveau depuis 17 mois, contre 52 en juin et 54,8 en mai. Wall Street, de son côté, amorce la séance en ordre dispersé. La place new-yorkaise hésite après la publication des résultats décevants de Snap et Twitter. Snap, le propriétaire de l'application de partage de photos Snapchat, a publié des performances trimestrielles moins bonnes qu'attendues sur fond de ralentissement du marché de la publicité en ligne. Même constat chez Twitter, dont le chiffre d'affaires et les résultats n'ont pas atteint les estimations du consensus du fait de recettes publicitaires moins soutenues que prévues. Tendance, mon ami. Fois par jour, les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Deux invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché et faire le bilan de cette semaine qui a été intense en termes d'informations pour les investisseurs. Léa Dauphas est avec nous, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Florian Yelpo est avec nous également, Head of Macro and Multi-Asset Portfolio chez Lombard-Odier. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On va parler des banques centrales et de la BCE. Il y a encore quelques questions qui traînent au lendemain de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Mais un mot quand même des marchés, et notamment des marchés actions. C'est vrai qu'on a tellement pris l'habitude de regarder les marchés obligataires qu'on oublie parfois qu'il y a d'autres marchés. Et les marchés d'actifs risqués se portent plutôt bien depuis une paire de semaines, Florian. On a l'impression que paradoxalement, parce que c'est vrai que les nouvelles fondamentales sont peut-être pas encore très enthousiasmantes, on va dire ça comme ça, mais paradoxalement, on a l'impression que les tensions financières se détendent depuis quelques jours, une paire de semaines, comme je le disais, et on voit une deuxième semaine de rebond pour les grands indices actions des pays développés. C'est un petit peu l'effet juillet, en fait. Il y a un alignement, disons, de facteurs qu'on trouvait un petit peu
intéressants de mentionner. Le premier, c'est effectivement qu'en juillet, alors ça va être le pire des arguments, c'est-à-dire que généralement le mois de juillet, c'est le mois le plus positif sur les marchés actions, comme on le sait tous autour de cette table. Mais il y a 3 autres éléments qui sont importants. Un, la valorisation. On a attaqué le mois de juillet avec une dévalorisation qui pouvait sembler attractive. J'espère qu'on pourra en reparler après, Oui. parce que c'est probablement un mirage aux alouettes. Il y avait un sentiment extrêmement pessimiste ambiant également qui a pu être pris en contre-pied. Et puis, quelque part, on est un peu en train de passer, non pas le pic monétaire, mais probablement le pic d'inflation, en tout cas aux États-Unis, en tout cas sur les biens. Ça laisse la question de l'énergie, ça laisse la question des services, et notamment avec l'immobilier sur le côté pour le moment. Mais il y a cette idée qu'on est en train de changer de monde où l'inflation se met potentiellement à refluer, au moins sur la deuxième partie de l'année, en tout cas 2022. Les marchés, les investisseurs donnent le sentiment qu'ils ont envie de rentrer dans une autre phase, une autre séquence en termes de dynamique. Oui, ouais. Très clairement. On n'a pas encore vécu ce moment de liquidation, toute crise. On n'a pas encore eu ce moment un peu, ces esprits animaux qui s'emparent du marché et qui amènent à une forme d'exagération. Le VIX, donc cet indicateur de volatilité qui dépasse au moins le seuil des 40%. Ça encore, on n'a pas encore eu ce sentiment-là, on n'a pas encore vu sur les marchés. Et ça a créé peut-être une forme de confort, de solidité sur le point bas qu'on a touché à la mi-juin. Et depuis, on enchaîne des semaines qui sont en fait assez positives. On a cassé une certaine tendance mardi dernier. Et ça continue chaque jour. On a à peu près la même performance sur les marchés actions globaux. On y reviendra parce que je sens quand même dans votre discours qu'il ne faut peut-être pas vendre la peau de l'ours trop tôt en matière d'investissement et qu'il y a peut-être encore un peu de douleur à avoir sur les marchés. On y reviendra, Florian. Mais ce que vous dites, c'est que ce qui guide, ce qu'on observe depuis le début du mois de juillet et ce qui fait que le mois de juillet sera un mois positif au-delà de la saisonnalité habituelle, c'est une question de positionnement et de sentiment avant tout. Le sentiment est dans le passager conducteur et ça, c'est devenu le passager conducteur des marchés, et ça c'est vraiment très clair. C'est plus une question, à mon sens en tout cas, une question de macro, une question d'inflation, une question de politique monétaire. C'est une question d'investisseurs rassurés qui ont été extrêmement pessimistes et qui commencent à faire virer le navire. Si on transitionne vers le sujet des banques centrales, vous avez dit, Florian, le marché veut croire au pic d'inflation, mais vous distinguez pic d'inflation et pic de resserrement monétaire. Clairement, oui. D'accord. Je pense que le discours de la BCE hier laisse peu de place au doute. Christine Lagarde reconnaît une décélération. Elle dit, demain, les perspectives se sont vraiment détériorées. L'inflation reste très élevée. On fait officiellement le choix de l'inflation. Les banques centrales sont en train de devenir dogmatiques vis-à-vis de l'inflation. Et ça, c'est quelque chose qui devrait rester pour encore quelques trimestres, potentiellement à notre sens. Trimestre. On passerait en ce moment le pic d'inflation, mais l'agressivité des banques centrales telle qu'on la connaît aujourd'hui persisterait pendant encore peut-être plusieurs trimestres. Alors, définissons agressivité, mais disons... 50 points de base pour la BCE, 75 points de base pour la Fed, 100 points de base pour la Banque du Canada, et demain peut-être 100 points de base pour la Fed. C'est ça l'agressivité. Quand tout le monde trahit sa forward guidance pour essayer d'en faire encore plus que le petit copain d'à côté. Évidemment, c'est data dependent, c'est cette grande phrase qu'on aime tous. Mais oui, nous, en tout cas, dans nos indicateurs, ce qu'on voit, c'est que l'environnement macro, aujourd'hui, dans nos indicateurs de no casting, on voit encore que l'environnement macro légitime la persistance de création de surprises à la hausse. Alors, est-ce que ça veut dire que la Fed montera de 100 points de base au prochain meeting? J'irai pas jusque-là. 75 points de base, c'est déjà quelque chose d'assez conséquent, mais on devrait avoir des grands pas, en tout cas. D'accord. Et donc, ce qui compte pour les marchés, en tout cas pour vous, être confortable avec l'idée de revenir sur les marchés d'actifs risqués notamment, c'est pas tant le pic inflation, mais c'est bien le pic du resserrement monétaire, enfin le pic de l'agressivité monétaire qui est encore peut-être un peu loin devant nous. Et son incidence sur la conjoncture. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus... mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais disons, l'impact sur les earnings, l'impact sur les profits des entreprises à moyen terme, c'est le point pivot. Si vous avez la réponse à cette question-là, vous avez la réponse à l'allocation de portefeuille. Venons-en peut-être alors à la fois aux indications conjoncturelles et aux questions monétaires. Bon, quand même quelques commentaires au lendemain de la réunion de la Banque Centrale Européenne. J'ai plein de questions et beaucoup notamment sur ce nouveau programme qui a été dévoilé par la BCE hier,
qui a permis ce chemin de 50 points de base quand on signalait fermement l'intention de ne monter que de 25 points de base, ce qui est un autre sujet encore. Mais sur ce programme, je comprends qu'à la fin de la journée, la BCE se réserve la discrétion de faire ce qu'elle veut, quand elle veut. C'est assez bien résumé. Non, mais j'essaie de le dire en langage clair quand même. C'est quand même quelque chose à remarquer quand il y a eu le strategic review de la BCE avant la crise Covid. Ce qui était ressorti des interrogations et ce qu'il faudrait faire, ce serait que la BCE soit capable de dissocier deux outils. De dissocier son outil de taux pour gérer la problématique d'inflation et de créer un outil annexe qui serait capable, d'une manière ou d'une autre, de gérer de potentiels écartements de spread non suggérés par les fondamentaux. En quelque sorte, elle a peut-être réussi cette bascule-là, et elle a peut-être réussi à aller une étape supplémentaire. Aujourd'hui, on est dans le stress de l'inflation, de la problématique italienne, des hausses de taux obligataires, mais peut-être qu'à terme, une fois cette crise passée, c'est probablement une bonne étape qu'a fait la BCE à mettre en place cet outil. Maintenant, c'est là où on peut discuter de cet outil, de sa capacité à effectivement régler les problématiques. Cet outil-là était nécessaire. Il supplémente l'OMT, qui était un outil qui avait été créé à l'époque de la crise des dettes souveraines, permettant de gérer un stress fort sur un des pays périphériques. Là, c'est un outil supplémentaire qui permet, sous certaines conditions d'éligibilité, notamment associées à de la soutenabilité, de gérer un stress sur des pays. Le problème qu'on a aujourd'hui avec cet outil, c'est que la lecture qu'on en fait, c'est qu'il n'est pas capable de résoudre la crise italienne ou la possible crise italienne qu'on pourrait voir apparaître au cours des prochains mois, et que dans toute cette question crédibilité banque centrale, lisibilité banque centrale, ça va nécessairement être testé. Il va forcément y avoir une remise en question, en tout cas un test de cette crédibilité banque centrale, d'autant plus dans un contexte où elle nous dit que la forward guidance ne sert plus à rien. Ouais, mais il y a un risque de mécompréhension entre le marché, ce que veut bâtir la Banque Centrale Européenne avec cet outil. Parce qu'évidemment, le stress du moment que tout le monde regarde, c'est celui de l'Italie. Et c'est quand même bien à partir du moment où il y a eu ce stress sur l'Italie que la BCE a accéléré un petit peu le travail sur ce programme spécifique. Et donc le marché se dit, si ce n'est pas l'outil qu'il faut pour gérer l'Italie, à quoi ça sert ? Exactement. Bon. On rajoute à ça, et c'est clairement exprimé par la BCE que cet outil-là, en tout cas que, vu la nature du risque italien aujourd'hui, qui est un risque politique avant tout, auto-infligé par l'Italie, qui ne vient pas en tout cas d'un choc extérieur indépendant de la volonté des Italiens en tant qu'électeurs, c'est pas un sujet que ce programme-là doit traiter. C'est pas un sujet. Qu'il y ait une crise politique ou un événement domestique qui crée un écartement de spread au-delà qui crée un écartement de spread, c'est pas un sujet qui doit être traité par cet outil-là. Si on va un peu plus loin, qu'il y ait des écartements de spread entre les pays de la zone, c'est totalement normal et ça serait même plutôt sain. Qu'on ait une certaine fragmentation entre les pays, c'est même plutôt positif qu'on retrouve ces écarts entre les pays. Maintenant, il faut basculer. Si on bascule, la situation d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout la même que la situation de la Grèce souveraine. Déjà, dans les outils, les besoins, les financements qui ont été apportés aux États, on n'est plus du tout dans les mêmes problématiques. Dans les questions de croissance nominale, potentielle ou d'inflation, on n'est plus du tout dans les mêmes problématiques. Et si on essaye de faire les divergences entre les pays, aujourd'hui, on a plutôt une problématique d'inflation en Allemagne qu'une problématique d'inflation en France ou en Espagne. On n'est pas dans la même situation. On retrouve les mêmes mécanismes, on retrouve les mêmes craintes. Je pense que c'est quelque chose qui nous a façonné, même la manière d'analyser la politique monétaire de la BCE. Mais on n'est plus du tout aujourd'hui dans la même situation. Maintenant, on a tous connu 2010-2012. On va forcément avoir cet été un stress sur la dette italienne parce qu'on va vouloir voir la capacité de la BCE à gérer ce stress-là. Si stress il y a, il ne sera pas résolu par cet outil, ce n'est pas son objectif. Et alors quelle sera la réponse ? Quelle sera l'attitude de la BCE dans ce scénario d'un stress italien qui s'intensifierait ? Plusieurs canaux. Le premier, est-ce que ça se transmet à d'autres ? Si ça se transmet à d'autres pays,
on a les outils, cet outil-là servira. C'est ça. Si on a une hausse... Si c'est une transmission du risque italien non souhaitée à des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce et autres, là, le TPI, il peut agir. Si la problématique italienne d'une hausse de taux devient un problème pour lequel l'Italie ne peut plus se financer, dans ce cas-là, c'est l'OMT, donc le premier outil qui arrive et qui est en application. Le problème de cet outil-là, c'est que lui, il est associé à une conditionnalité qui était un plan de mesures plus ou moins restrictif pour accompagner ce soutien de la politique monétaire. C'est deux outils très différents. Je pense que l'outil qui était hier était plutôt bien fait dans la stratégie de long terme de la Banque centrale. Ouais, je comprends. Mais ce n'est pas le bon outil pour gérer une crise italienne. Ouais, je comprends. C'est pas l'outil de liquidité, enfin de trading de liquidité. C'est pas l'outil anti-fragmentation. C'est pas l'outil qui va sauver les pays. Non, et d'ailleurs le mot fragmentation n'apparaît pas dans l'acronyme de l'outil. C'est pour garantir la bonne transmission de la politique monétaire. Sur le sujet italien et ses conséquences et la manière dont la BCE essaye quand même d'apporter une réponse, même si on comprend que cet outil est un outil de long terme peut-être avant tout. Florian, qu'est-ce que vous dites? La crise italienne, c'est pas une nouveauté pour les investisseurs. Il y en a à peu près tous les 18 mois, d'une certaine manière. J'ai plus en tête la longévité moyenne d'un gouvernement italien depuis la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas très long. Et d'ailleurs, Mario Draghi a plutôt été au maximum de ce que la longévité de ses prédécesseurs a pu être. C'est une crise italienne comme les autres. C'est une crise italienne différente des autres, plus grave, moins grave. Comment vous regardez le sujet là? Le premier élément, c'est de se rappeler qu'on n'est pas en 2011. Que la croissance en elle-même, la croissance nominale, donc inflation plus croissance réelle, et notamment en Italie, est beaucoup plus forte qu'à l'époque, que généralement, c'est quand même un excellent rempart contre le fait qu'une crise politique dégénère en une crise financière, ou du moins une crise de la zone euro. L'Italie, oui, c'est un grand player de la zone euro. Est-ce que c'est le player le plus systémique de la zone euro? Je ne suis pas sûr. Ça dépend de jusqu'où vont les spreads et à quel point il y a contagion. Mais s'il y a contagion, il y a quand même un arsenal à la disposition de la BCE. On en a créé des programmes depuis 2010. Hein. Oui. Non, mais effectivement. Les acronymes sont légion. Oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, on parle beaucoup de ce nouveau programme. Et pour moi, c'est vraiment pas le principal message qui était lié à ce meeting. C'était un meeting de shift, c'est un meeting de changement de direction réalisé de la politique monétaire, vraiment d'une banque centrale qui devient hawkish, ce qu'on avait encore pas... Enfin, on l'avait pressenti, mais un coup, c'était une question-réponse. La fois d'après, c'était une espèce de forward guidance qu'on n'a pas respecté. Là, il y a la surprise hawkish. Et ils font ce grand choix-là. Pour moi, c'est le message principal. Et le marché, il rallie globalement sur la période. Le marché italien montre un signe de stress, mais les marchés mondiaux montrent au contraire un soulagement. Un apaisement, une reconnaissance qu'on a de la clarté sans forward guidance. Et on est très content que quelqu'un prenne au sérieux la plus grande des inquiétudes du marché financier aujourd'hui, une inflation galopante qui, pour l'instant, ne montre pas de signe d'affaiblissement, en tout cas dans les chiffres eux-mêmes. Et donc, oui, vous approuvez, vous saluez la décision de 50 points de base qui permet, alors c'est 50 points de base, mais c'est aussi sortir des taux négatifs, qui était une des spécificités, on va le dire, de la politique monétaire en zone euro depuis 8 ans maintenant. Moi, j'irai plus loin, c'est la fin de l'ère Draghi. On met un terme... un peu comme on a mis un terme à l'ère Bernanke, là on met un terme à l'ère Draghi, c'est-à-dire plus de forward guidance, plus de taux négatifs et clairement plus de quantitative easing. En tout cas, ça ne va pas être du tout la direction qui est devant nous, pour être très, très clair. On s'engage dans une lutte contre l'inflation at all cost, quoi qu'il arrive. Alors, jusqu'à quoi? Jusqu'à quelque chose, jusqu'à ce que quelque chose casse la croissance? L'inflation, peut-être, les marchés. C'est quoi le remède contre l'inflation? C'est un sévère ralentissement. Donc, à mon sens, c'est pas parce qu'on arrive à la question de quand est-ce qu'on va commencer à avoir ce pic de politique monétaire, mais le pic de politique monétaire, il interviendra bien après l'affaissement de la conjoncture. On a besoin de quelques mois, si ce n'est quelques trimestres de ralentissement économique pour desserrer
ce que la demande a créé dans l'économie mondiale. Et encore une fois, l'inflation est une problématique aujourd'hui de pays qui ont une forte demande. On a de l'inflation aux États-Unis, on a de l'inflation en Europe où on a beaucoup stimulé, on n'a pas d'inflation en Chine où on n'a pas beaucoup stimulé, on n'a presque pas d'inflation en Suisse où on a très peu stimulé également. Et donc vous êtes convaincu que malgré le fait qu'on va commencer à avoir des chiffres négatifs de croissance sur un ou des trimestres ici et là, malgré le fait qu'on va voir peut-être des indications sur le marché du travail se retourner, on voit déjà des inscriptions hebdomadaires au chômage qui chaque semaine sont un peu plus importantes aux États-Unis. Le taux de chômage reste historiquement bas. Il n'y a pas encore de sujet de ce point de vue-là, mais on va avoir cette dynamique-là sur la conjoncture. Et le discours et les actes des banques centrales, Fed en premier, resteront sur un niveau d'agressivité important. Plus important que ce que certains imaginent peut-être aujourd'hui dans le marché. Je vous le dis autrement. Ouais. Les banques centrales ont, en tout cas la Fed par exemple, a longtemps joué la carte de l'inflation transitoire. Il y a eu une forme de dogmatisme par rapport à l'inflation transitoire. La conséquence d'avoir laissé à jouer cette carte trop souvent, c'est de l'inflation. Aujourd'hui, la conséquence de ne pas être dogmatique, elle serait potentiellement pire que son opposé. Donc on a besoin de ça aujourd'hui, il faut purger cette inflation. Plus on attend, plus ça va être coûteux. Personne n'a envie d'arriver à un moment Volcker. Personne n'a envie d'avoir besoin d'une double récession pour maîtriser cette vague d'inflation. Il faut casser les systèmes, il faut casser la logique de l'augmentation des salaires aux États-Unis. Il faut essayer de casser la demande énergétique aussi, et la récession, ça reste un petit très efficace de ce point de vue. Ouais, mais ce que vous dites, effectivement, il faut se préparer à vivre un moment qui serait le miroir de ce qu'a été la Fed pendant la théorie de l'inflation transitoire. On se retient d'agir parce qu'on pense que l'inflation va se résorber d'elle-même. Et vous dites, il va falloir comprendre qu'effectivement, le coût de cette stratégie, c'est que désormais, on continuera de taper sur l'inflation, même si la croissance, l'autre partie de notre mandat, est déjà affaiblie. Le discours de la Fed, en général, le dit clairement. Hein. Ils attendent de voir un recul de l'inflation matérielle avant de changer d'orientation politique. Eux, ils ont une forward guidance, quelque part. Oui. Qui est contingente, disons. Une forward guidance ça devait être 50, ça a été 75. Mais bon, effectivement. Oui. La même direction. Mais oui. Donc, heureusement. Oui. Non, mais sur la question de l'inflation, là, du coup, quel type de prévision on peut avoir là sur les prochains mois ? Parce qu'il y a quand même pas mal d'actifs, matières premières, par exemple, qui ont amené l'inflation dans les tuyaux, qui se détendent avec des corrections. Alors, le chemin a été exponentiel, hein, évidemment, mais on a des baisses de 20-30% sur des métaux, des matériaux, le pétrole, enfin des actifs importants sur le plan des matières premières. Ça va se traduire dans combien de temps dans les chiffres d'inflation et dans quelle ampleur ça va se traduire également dans les chiffres d'inflation headline ? Je pense que tout a été dit dans le fait que la Fed a attendu trop longtemps et désormais les effets de diffusion de l'inflation sont passés dans les prix. Donc, même si on a un recul des composantes matières premières, énergie, peut-être alimentaire et encore, dans tous les cas, la persistance et les effets de diffusion qui sont passés sur le prix des biens et sur le prix des services maintiennent des niveaux d'inflation qui vont durer. Donc, suivant les scénarios pétrole de chacun, on est probablement sur un pic fin du 3e trimestre sur les niveaux d'inflation. Nous, on a un pic en septembre sur les États-Unis et un pic dans la zone euro au mois d'octobre. Mais après, on n'a pas du tout un retour ni au niveau d'avant-crise, ni au target des banques centrales. On est encore à fin 2023 sur des niveaux autour de 4,5% d'inflation aux US parce qu'on a une forte hausse sur le prix des biens. Elle va peut-être s'affaisser, mais on ne reviendra pas au niveau d'avant-crise. Avant-crise, on avait une moyenne entre autour de 0 à 1% sur les prix des biens en variation annuelle. On est passé au pic à 10%, on ne reviendra pas à 0. On sera, meilleur des cas, peut-être à 3 à 4%. Prix des services, pareil, on a une inertie. Les salaires vont augmenter, les prix des loyers vont augmenter. On a un gap qui va se mettre en place et qui ne reviendra pas en arrière, même si la Fed augmente. On a une inertie qui est passée, qui reste présente sur les prix. Donc, on va avoir les composantes volatiles qui vont s'affaisser, mais le reste des composantes ne va pas s'ajuster à la hauteur de l'ajustement qu'on a connu. Donc, ça va être un processus long. Et c'est pour ça, effectivement, que les banques centrales, alors, Fed, évidemment, zone euro aussi, elle nous l'a montré hier, qu'elles ne doivent pas arrêter et faire un pivot aujourd'hui parce que non seulement on a un risque d'inflation, mais c'est surtout leur crédibilité est en jeu.
On pourra en redire un mot de la crédibilité. Non, mais ça veut dire aidé par un retournement conjoncturel ou une récession qui arrivera, tout le monde l'attend, elle est quand même avec des probabilités importantes aujourd'hui dans les 6-12 prochains mois. Ça va quand même aider à détendre un petit peu l'inflation, mais ce ne sera pas suffisant. Est-ce que néanmoins on peut imaginer qu'à un moment le budget de hausse de taux ou le chemin des hausses de taux puisse s'adoucir un petit peu, partant des 50, 75, 100 points de base qu'on voit en ce moment? Nous, on a plutôt des projections fin d'année, début d'année prochaine, parce qu'on a aussi un scénario de récession plutôt fin d'année, début d'année prochaine. On a un affaissement fort des indicateurs, on a un ralentissement fort de la conjoncture aujourd'hui, mais il y a quand même une persistance sur ce troisième trimestre, en tout cas une certaine résilience sur ce troisième trimestre, et donc on a un effet de diffusion. Nous, c'est plutôt fin d'année qu'on voit les récessions aux États-Unis et en zone euro. Et encore une fois, ce n'est pas du tout des récessions type 2008 ou type crise Covid. Ce sont des récessions qui entraînent un affaissement de la demande, un affaissement de l'activité, mais sur le scénario 2023, on a encore un scénario de reprise, un scénario qui se reprend bien. Donc, on a un affaissement de la demande, on a une bascule sur les prix, sur l'inflation. Ça permet aux banques centrales d'arrêter d'être dans ce resserrement agressif. Par contre, compte tenu du fait qu'on a une inflation durable, elles restent dans des politiques monétaires qui sont restrictives. Et ça, sur l'horizon 2022-2023. Ouais. La Fed sera restrictive. Est-ce que la BCE sera également On travaille à partir de modèles, donc on travaille à partir de règles. Ce que nous disent nos règles, c'est que par rapport au niveau que devrait avoir la Fed compte tenu du marché du travail et de l'inflation, la politique monétaire de la Banque centrale et de la BCE seront un peu plus élevées pour continuer d'affaisser cette demande, et en tout cas pour éviter de retrouver ce niveau haussier sur les prix. Quand on regarde la partie micro, mais d'un plan macroéconomique, j'entends Florian, est-ce que les résultats des entreprises, là, ça publie en ce moment, est-ce que ça fait partie des poches de résilience d'une certaine manière? Est-ce qu'on va voir là un effondrement des marges et des bénéfices à très court terme pour les entreprises qui pourrait générer donc ce moment de capitulation, de liquidation que vous évoquiez tout à l'heure? Ou est-ce que là aussi, c'est pas encore le temps de jouer ce genre d'effondrement des bénéfices ou des perspectives bénéficiaires des entreprises? C'est probablement un peu tôt pour commencer à jouer ça. Bon, vous savez, nous, on a un positionnement qui reste très prudent encore à ce stade-là, avec 50% de cash. Mais dans l'ensemble, regardons juste la saison qu'on a en ce moment. La saison qu'on a en ce moment, on a 100 boîtes, 100 entreprises qui ont publié leurs résultats dans le SP500. Ça fait un cinquième. Alors, tous les analystes vous diront que ce n'est pas suffisant pour porter des jugements. Soit. Aujourd'hui, les earnings, donc les résultats, sont en moyenne en baisse quarter over quarter, de variation, en termes de variation trimestrielle, pas en hausse. Les ventes, elles sont en hausse, mais pas d'un trimestre sur en séquentiel. Okay. En séquentiel, exactement. Donc quelque part, il y a un premier effet ciseau, les coûts sont en train de progresser, les entreprises passent moins ces hausses de coûts à leurs consommateurs, la demande reste forte, elle est résiliente, la demande, on le voit de partout, on le voit chez les entreprises, on le voit aussi dans certaines des enquêtes. Dans l'ensemble, ça tient encore la route. C'est trop tôt peut-être pour rentrer là-dedans, mais disons que septembre-octobre, on va commencer à avoir ce double effet ciseau affecter les entreprises, probablement. Et on devrait découvrir lors de la prochaine saison que effectivement les résultats sont moins bons qu'attendus, qu'il y a peut-être une contraction marginale globalement. Et les résultats d'ailleurs ce trimestre sont encore plus marquants lorsqu'on retire les services aériens. Le secteur de l'aéronautique fait un trimestre absolument exceptionnel, bien sûr. Si on le retire, alors là on a vraiment la perspective qu'il y a un premier effet ciseau sur les marges qui est en train de se produire dans les entreprises d'ores et déjà. D'accord. Mais trop tôt, il faut du temps, c'est ça. Il faut respecter la séquence. C'est pas le pire trimestre qu'on aura sans doute du point de vue des marges des entreprises. Non, très clairement non, parce que pour l'instant, on n'a pas encore l'effet de demande. Quand on verra cet affaissement de l'économie que vous décriviez rentrer justement dans les chiffres de vente, c'est là où effectivement, aujourd'hui, le marché, enfin si j'ose... le marché aujourd'hui, il a beaucoup baissé parce que les taux ont monté. Ça, c'est vraiment une idée qui est vraiment très forte, qui doit être très structurante. Les actions, elles ont ce qu'on appelle une sensibilité taux d'une dizaine d'années, c'est-à-dire que quand les taux montent de 1%, les actions perdent 10%. Ben là, les taux sont montés de 2%, du coup, les actions ont perdu 20%. On est dans les clous.
Depuis mi-juin, les taux ont baissé de 50 points de base, donc de 0,5% x 10, plus 5%. C'est la perf exactement la perf qu'on a. On est vraiment dans les clous. Ce qui se passe cette semaine, qui est quand même un changement qui n'est pas encore tout à fait perçu, c'est que pour la première fois, le marché monte plus vite que les taux ne baissent. Donc on a un pricing justement qui peut paraître contre-intuitif. On a un pricing d'une amélioration des earnings dans le futur. Ça, moi, ça commence à me faire un petit peu douter. Vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée? On voit peut-être 4100, 4200 comme un top temporaire sur le S&P, et puis après ça va être un peu compliqué. On va atteindre ce moment de vérité où soit la macro va très bien, l'inflation reflue d'elle-même et tout va bien, et là on achètera le marché. Mais si on n'a pas ces deux conditions réunies, ça va devenir très compliqué. Pour dire encore les choses autrement, parce que c'est une manière de faire passer le message, mais les points bas qu'on a vus juin ou début juillet en fonction des marchés, vous n'êtes pas encore certain que ce soit les vrais points bas? Non, parce qu'en général, quand les earnings se contractent, ça produit généralement une baisse en moyenne de 20%. Alors là, on sera un peu aidé parce que les taux vont baisser un peu plus, et donc ça peut amortir un petit peu cette baisse. Mais oui, on pourrait imaginer 3002, 3003 à peu près sur le S&P comme un point bas. On ne serait pas complètement surpris, et on aurait aussi bien considérablement nettoyé toute l'exagération des valorisations qui viennent de la pandémie. On a encore bien sûr. On hérite encore de ça aujourd'hui. On n'est pas encore sorti de cette rotation croissance. La croissance sur le mois de juillet est à plus 8% et value à plus 1%. Donc on a encore ce jeu assez formidable d'écart entre les titres croissance, les titres value. Pour nous, ça, c'est vraiment un autre monde. On a quitté ce monde-là. Il faut la croissance a quand même bien trinqué sur les 5-6 premiers mois avant le mois de juillet. Hein. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Clairement. Très clairement. Mais est-ce assez? Oui, non, mais le S&P et les grands indices sont toujours au-delà de leur niveau du 31 décembre 2019, si on prend cette référence, par exemple. Et les taux ont monté. Est-ce qu'on dit un mot, oui, quand même, peut-être alors, c'est pas le sujet immédiat pour les banques centrales, mais trahir la parole donnée, visiblement, ça pose des questions aux économistes. Non, mais les gens de marché sont ravis parce qu'ils se disent il faut prendre le taureau par les cornes, et c'est très bien, la BCE a fait 50 points de base, il fallait sortir des taux négatifs, bravo la BCE, bravo pour le pragmatisme de la Banque Centrale Européenne. Je discute avec pas mal d'ECB Watchers et d'économistes, et alors, ok, ils ont compris ce qui se passait, ils ne sont pas complètement aveugles, mais quand même, ça les gêne. Qu'une banque centrale envoie le signal qu'elle est prête à s'engager ou est fermement intentionnée de faire quelque chose et qu'une semaine après, elle ne fasse pas ce qu'elle a dit une semaine auparavant, ça a un coût. Vous êtes d'accord avec ça, Léa ? Alors, il fallait quand même... Compte tenu du niveau d'inflation, il aurait été normal, avant même ce meeting-là, que la BCE fasse 50 points de base. Le fait de faire 50 points de base compte tenu du risque... Ce n'est pas les 50 points de base qui sont questionnés là-dedans. C'est pas ça, cette problématique. Ce qui est questionné, c'est le fait qu'aujourd'hui... Alors, que la politique monétaire ne soit pas claire à 100%, c'est normal. C'est une des règles. Celle-là, elle est normale. Par contre, qu'on perde confiance dans la Banque centrale à un moment où elle doit montrer sa capacité à résoudre un problème inflationniste, et dans le cas de la BCE, à montrer qu'elle est capable de gérer, alors, dans le pire des scénarios, un risque d'éclatement de la zone euro, mais en tout cas de retrouver une certaine crédibilité pour soutenir tout écartement de spread au-delà de la normale, sachant qu'encore une fois, dans la manière dont on voit, ou en tout cas dans la manière dont les économistes voient Christine Lagarde, c'est pas le sacro-saint où tout le monde a vu Draghi. Donc depuis le début de son mandat, en plus, on sait bien qu'elle est testée et qu'elle est assez fortement critiquée. On a aujourd'hui un vrai risque que les banques centrales perdent leur crédibilité. C'est important, pas nécessairement sur un scénario de très court terme, c'est important sur un scénario de moyen terme, parce que si on réfléchit à l'horizon 2030 en Europe, il faut nécessairement avoir des banques centrales à la manœuvre pour maintenir des taux d'intérêt bas, pour être capable d'enclencher les investissements et d'enclencher les besoins pour réaliser les transitions. Si on n'a pas cet outil de maintien de taux d'intérêt bas, ou en tout cas de maintien de taux d'intérêt qui ne vont pas à des niveaux stratosphériques, et donc on n'a pas une banque centrale crédible, on n'y arrivera pas.
Et donc vous dites là, effectivement, alors la forward guidance est enterrée, on va y revenir, mais ils ont pris acte du fait qu'ils n'aient pas respecté leurs paroles. Ils sont au moins cohérents avec eux-mêmes et ils abandonnent l'idée de guider les anticipations de marché, quand bien même elle nous dit qu'il y aura des hausses de taux encore en septembre. Elle n'a pas totalement perdu, abandonné, capitulé sur l'idée de la forward guidance. Mais vous dites, quand il faudra, et on aura besoin de le faire, reconstruire une forward guidance, que les banques centrales puissent redonner de la visibilité aux investisseurs une fois que le cycle se sera déroulé et qu'on passera à une autre phase. Vous dites là, ce sera compliqué. Le marché aura de la mémoire par rapport à ça. On rajoute un problème qui est que à horizon 2023, on ne retrouvera pas les 2% d'inflation. Même à horizon 2024, si je fais un calcul, on ne retrouvera pas ces 2%-là. Avoir une banque centrale qui a du mal à être crédible, qui va nous expliquer pourquoi elle n'est pas dans un scénario de resserrement ou de hausse de taux, ça va devenir une problématique. Aujourd'hui, bon... C'est pas le sujet immédiat. C'est pas un sujet, non, mais c'est pas un sujet pour l'instant T, c'est pas un sujet qui nous va faire décoller. Par contre, en sortie de cette crise-là, si on a une atteinte sur la soutenabilité de certaines dettes, pareil, la question de cet outil, quels critères la Banque centrale va prendre ? Quels critères elle va prendre pour le nouvel outil ? Comment on le sait ? En fait, on a une certaine ambiguïté qui se veut constructive et qui est nécessaire dans certains aspects, mais qui va en tout cas être questionnée, qui va emmener à beaucoup de volatilité, à beaucoup de questionnements. Et sur du moyen terme, ça devient une vraie problématique. C'était ma question, c'est-à-dire que c'est quand même on change de régime, alors on a changé de régime sur beaucoup de choses, mais y compris en matière de conduite de la politique monétaire. Ce qu'on décrit sur la BCE, d'une certaine manière, c'est vrai sur la Banque d'Angleterre, c'est vrai sur la Réserve fédérale américaine, qui devait faire 50, qui a fait 75. Ça a créé une dissidence d'ailleurs au sein du FOMC le 15 et 16 juin dernier. Et c'était une membre Faucon, qui, historiquement Faucon, qui préférait... respecter la parole donnée. Donc on change de méthode dans la conduite de la politique monétaire au niveau global. Et oui, alors la Fed typiquement, une semaine ou un mois avant, Powell annonce n'est pas question de faire 75 points de base. On a eu cette question ensemble. Léa, est-ce que vous pensez que ce sera 50 ou 75 points de base ? Non, je ne pense pas que ce soit 75 points de base. Le meeting est dans 3 jours, c'est pas dans le marché. Une fuite, un ajustement, on passe à 75 points de base. À partir de là, est-ce que c'est 100 ou 75 points de base ? Je vais avoir les modèles pour m'aider, globalement, je ne sais pas. Donc déjà, la vision, la manière de voir, d'anticiper, fait que tout va être beaucoup plus volatile. On va chercher du message, on va devenir data dependent dans une phase où on arrive dans un phénomène de décélération ou de récession. On va créer un environnement où on a besoin de plus de clarté à un environnement volatile. Je pense que il y a un problème de moyen terme, mais même à court terme, il y a quand même une question on a besoin, dans une période incertaine, d'une grille de lecture claire qu'on n'a plus. Florian, je crois qu'on a eu exactement la même discussion la dernière fois que vous êtes venu. C'était au lendemain du meeting de la Réserve fédérale américaine. Là, c'est au lendemain du meeting de la BCE qui, elle aussi, donc, n'a pas respecté sa forward guidance. À court terme, ça vous rassure parce qu'il faut être pragmatique. Est-ce qu'à moyen terme, sur le moyen terme, vous partagez quand même l'idée que ce soit un peu dérangeant, ou est-ce que non, finalement, la discrétion absolue en matière de politique monétaire peut être une bonne chose dans un monde qui sera peut-être demain structurellement plus volatile ? Je pense qu'on aura enfin une première dissidence. Moi, je suis assez content de voir nos banquiers centraux réagir de façon cohérente avec la volatilité de l'environnement qu'on est en train de traverser. On n'a jamais vu un choc de demande aussi fort de toute notre vie. On est en train de courir derrière perpétuellement, nous, les gérants de portefeuille, eux, les banquiers centraux. Pour faire la forward guidance, il faut un scénario qui soit solide et qui soit juste. Et continuellement, les données macro montrent aux banquiers centraux qu'ils ont tort continuellement. Ils ont eu tort de mi-juin dernier à juin globalement, enfin ils ont à décembre globalement, lorsqu'ils ont dit qu'elle serait temporaire. On a pensé que ça allait commencer à rollover, pas du tout, ça continue. Face à ça, ils ont un principe de réalisme qui paieront peut-être plus tard. Aujourd'hui, les anticipations d'inflation, elles sont ancrées. On peut regarder globalement où on en est aux États-Unis. Oui, mais elles ne sont pas parties en vrille. Alors ça a monté. Oui, mais elles ne sont pas parties en vrille. Non, pas en vrille. Au final, bien sûr. Oui, mais bon. Non, mais vous avez en face de vous quand même
le bazooka ultime, qui est la Fed, ou même que peut être la BCE depuis Draghi. Avec Draghi, on a découvert que la BCE pouvait également se mettre en face de nous de façon colossale. Après, sur le PTI et sur l'outil lui-même, ce choix de la discrétion, moi, il me surprend énormément. Ce qui était le meilleur morceau de Draghi, c'était justement l'imposition de la règle, qui consistait à dire, de toute façon, on ira au maximum, on ira jusqu'au bout, de toute façon, pour maintenir la cohésion. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez jouer, avoir des positions contre nous. Nous, on ira jusqu'au bout. Et ce chicken game a bien marché sur les marchés. Là, on est en train de dire, c'est pas le bon outil pour l'Italie, puis c'est discrétionnaire. On a 4 critères, mais je vous dis pas tout, mais on discute et après on voit. Alors on voit, ça les marchés, en général, ils l'entendent assez bien. Bernanke avait tenté le coup lors du premier quantitative easing en disant oui, on passera normalement pas la barre des 3% sur les taux nominaux américains. Le marché a derrière, de suite, est allé tester pour vérifier si c'était bien vrai. Le risque, c'est que le marché teste. C'est son métier. Bien sûr. C'est d'aller vérifier si les hypothèses sont justes ou pas. Et il va y aller probablement comme un seul homme. La question, c'est est-ce qu'il y aura contagion ? Je ne suis pas fan de cette discrétion. Par contre, je suis fan du réalisme dont font preuve quelque part la BCE et essentiellement la Fed dans la vitesse à laquelle ils sont capables de tourner leur politique. Il nous reste 3 minutes. On peut peut-être dire un petit mot des émergents, enfin de la sphère émergente. Je ne sais pas ce qu'il y a à avoir en tête d'ailleurs à ce stade. On ne fera pas le tour en 3 minutes, mais est-ce que ça va mieux en Chine déjà ? Oui. Alors, c'est un vrai oui ou on a 3 minutes pour savoir si ça va vraiment mieux en Chine. On est dans la phase plutôt d'amélioration de la situation conjoncturelle en Chine parce qu'on sort des mesures strictes de confinement. Donc on est dans cette phase de rebond de catch-up. Par contre, on a toujours cette problématique politique du plénum au mois de novembre qui fait qu'on a quand même un socle autoritaire politique fort qui veut dire qu'on va rester sur ces problématiques de Covid où on maintient l'enfermement dans des règles strictes va se maintenir. Donc on a l'effet rebond qui va provoquer un peu cette reprise sur ce second semestre, mais c'est toujours négatif. La conso ne s'est pas reprise et alors les objectifs de 5,5% cette année sont très loin. Nous, on est déjà au-delà des 4% pour cette année. On a quand même un choc fort. Il va falloir un énorme effet rebond sur le second semestre pour la Chine. Sur le reste de l'ensemble émergent, pour résumer, c'est un peu le perfect storm. C'est-à-dire qu'on a une problématique d'inflation, une problématique en face de ça de resserrement de taux, alors qui ont déjà eu lieu pour certaines économies, je pense à l'Amérique latine, pour d'autres, notamment l'économie asiatique, on n'est pas encore dedans. Et avec des banques centrales qui deviennent plus agressives, on a d'autant plus la nécessité d'accélérer ce resserrement-là. Donc on a un choc inflationniste, on n'a plus trop de dynamique venant des économies développées, récession aux US, récession en zone euro. Reprise en Chine, ça va un peu compenser, mais l'ensemble est quand même moins fort que ce qu'on attendait. Et donc tout ça, quand on a moins de croissance, plus d'inflation, un resserrement monétaire, c'est une montée forte des risques sociaux et politiques qu'on voit déjà émerger. Exactement. Mais on parle de l'Équateur, on parle dans toutes les zones aujourd'hui, on a cette montée des risques, cette explosion des risques qui ont été accentuées par la crise en Ukraine, mais qui étaient là avant. Donc aujourd'hui, le monde émergent, c'est plutôt le perfect storm. À ceci près qu'effectivement, le rebond chinois permet une sorte de petit appel d'air, mais ce n'est pas du tout un environnement confortable. C'est pas un game changer, effectivement, pour cette partie-là. En termes d'investissement, Florian, donc la prudence reste de mise, ça j'ai compris, ça fait... Mais j'entendais 50% de cash, vous étiez à 70 à un moment... Non. Absolument. Je me trompe pas. Hein. Absolument. Et donc, donc c'est quoi Plus d'obligations. On a repris de la duration même. On a repris de la duration progressivement. Oui, on est un peu plus investi qu'on ne l'était. Les marchés, il y a eu le petit rallye action. Les obligations, ça va mieux. Nous, naturellement, on a re-risqué un petit peu le portefeuille automatiquement. Les tendances se sont un petit peu calmées. Les tendances négatives se sont un petit peu calmées. Le sentiment s'est amélioré. Et pour nous, automatiquement, ça veut dire un peu plus de prise de risque. On est quand même très loin des maximums. On a pu atteindre 150 voire 200% d'allocation. On en est très 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 loin. On est même beaucoup plus proche de 2020 qu'on était proche de 2017. Oui, donc on garde encore de la poudre sèche pour d'autres moments sur les marchés. Oui, qui se rapprochent de nous.
Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été avec nous pour conclure cette semaine sur les marchés. Florian Yelpo, le responsable des portefeuilles multi-assets et macro chez Lombard-Odier. Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics. C'était les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Pour ce dernier quart d'heure thématique avant la pause estivale de l'émission, on se retrouvera le 25 août en direct sur Bismart. Je vous propose de voir ou de revoir Ronnie Michali, qui est invité régulièrement chez nous pour évoquer les sujets thématiques, les sujets d'investissement thématique. Le président de la financière Galilée, qui est venu récemment nous voir pour évoquer le thème de l'alimentation et plus précisément du défi alimentaire. Bien sûr, c'est une thématique passionnante, je dirais peut-être l'une des plus passionnantes que l'on a à traiter dans le Codex. Je rappelle, le Codex, c'est notre outil d'analyse qui permet de décrypter les thématiques qui nous paraissent être des thématiques d'avenir, en regardant leur perspective économique d'abord, mais surtout leur potentiel boursier. C'est ça qui va bien sûr nous intéresser. Et peut-être commencer, vous parliez de thématiques démographiques, la FAO, qui est finalement l'organe des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation, de l'agriculture, nous dit que un enfant de moins de 5 ans finalement meurt de faim dans le monde toutes les 10 minutes. Mmh. Donc ça, c'est déjà une statistique assez impressionnante. Et parallèlement, finalement, on a un tiers de la production mondiale qui part en gaspillage. Donc un tiers de la production finalement qui est cultivée, qui est transformée, qui est délivrée, part en gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est vraiment... C'est un des principaux objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a 17, ça doit être à peu près le 2e, 3e ou 4e. C'est Exactement. Ça, sécurité alimentaire, bonne alimentation, bonne nutrition. Ça résout une énorme partie des problèmes mondiaux derrière. Exactement, c'est l'ODD numéro 2 des Nations Unies. Voilà. Et c'est l'objectif 2030 des Nations Unies qui s'appelle Faim Zéro, finalement. Donc c'est vraiment au cœur des préoccupations des Nations Unies. Et donc la problématique de cette thématique, finalement, c'est qu'on demande à l'agriculture de nourrir de plus en plus de personnes, 10 milliards en 2050, 3 milliards de plus que maintenant. On attend finalement que les agriculteurs vivent mieux de leur travail, mais en même temps, on demande que l'alimentation satisfasse finalement des nouvelles réglementations, des nouvelles normes, production plus locale, une agriculture et une nutrition de plus grande qualité. Et enfin, on veut que finalement l'agriculture devienne plus écologique et qu'elle puisse protéger finalement les écosystèmes et qu'elle puisse protéger la santé des agriculteurs eux-mêmes. Donc vraiment thématique très importante. Et on court beaucoup d'objectifs à la fois effectivement à travers cette thématique de l'alimentation. Oui, et donc si je reviens à l'analyse boursière de la thématique, oui, c'est une thématique au sens où vous l'entendez chez Financière Galilée, c'est pas juste un play sectoriel, c'est bien une thématique globale, mondiale, transsectorielle. Exactement. Alors, on vérifie, bien sûr, quand on fait les fondamentaux de la thématique, on vérifie qu'elle soit structurelle, bien sûr, internationale et transversale. C'est toujours le même processus. Alors, structurelle, bon, on a dit, augmentation finalement du nombre d'habitants dans le monde, baisse des ressources naturelles. La demande actuellement est plus forte que l'offre, donc déjà actuellement. Et puis tout ça se fait dans un exode rural important qu'il y a dans les pays émergents, donc il y a de moins en moins de producteurs. Le gaspillage alimentaire est de plus en plus important. Une statistique qu'on a trouvée intéressante chez Financière Galilée, aussi par rapport au gaspillage, c'est que si le gaspillage était un pays, finalement, il serait le 3e pays le plus pollueur, dans le sens le plus émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc c'est quand même... C'est-à-dire la part du gaspillage, la part de la nourriture, ce 1/3 de nourriture processée, transformée qui ne sert pas à nourrir, qui est gaspillé, vous dites, si on le transforme en valeur de pollution d'une certaine manière, c'est un des pays les plus pollueurs de la planète. Toute l'énergie que ça prend pour être produit, finalement distribué, etc., et enfin gaspillé, ce serait le 3e pays le plus émetteur de gaz à effet de serre derrière les États-Unis et la Chine, finalement. Donc,
bien sûr, il y a aussi, on parle beaucoup de la faim dans le monde, mais il y a aussi des problèmes en termes de qualité finalement de l'alimentation. Il y a des pays qui font face à des problèmes médicaux dus à l'alimentation, l'obésité, l'hypertension, le diabète. Certains pays, comme les États-Unis, ont 34%, je crois, de leurs adultes qui souffrent d'obésité. Donc une alimentation dans ce cas-là, à l'inverse, qui est trop riche, trop déséquilibrée. Et donc, bien sûr, ça donne énormément de quoi faire pour les entreprises qui sont dans cette thématique pour les prochaines décennies. Donc, c'est une thématique réellement structurelle dans ce sens-là. Ensuite, international. Bon, international, on pense tout de suite à l'Afrique, hein, quand on pense évidemment problème d'alimentation, problème d'accès à la nourriture. Il faut savoir que c'est en Asie qu'il y a la moitié finalement des personnes qui n'ont pas accès à la nourriture. Et donc c'est l'Asie qui souffre le plus de cette déficience finalement, de cette déficience alimentaire. Et donc c'est bien sûr une problématique internationale et transversale. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs qui sont concernés. Ouais, bien sûr. Donc l'agriculture, bien sûr, tout ce qui est exploitation de la terre, les cultures, l'élevage. Il y a tout ce qui est besoin en eau, besoin en électricité aussi, les besoins en pesticides, donc ça c'est pour l'agriculture. Ensuite, il y a tout ce qui est le secteur de la transformation, hein, qui va transformer la matière première en biens consommables. Il y a tout ce qui est logistique, avec l'acheminement, l'approvisionnement. Et il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est distribution, donc les magasins, bien sûr, le réseau de distribution, et aussi la restauration. Donc c'est vraiment très très vaste en termes de secteur. Et c'est rajouté ces dernières années la technologie. De plus en plus, en fait, les outils numériques permettent un meilleur contrôle finalement de la qualité de la nourriture et aussi de sa... Du rendement, de son rendement et de sa, je dirais, de sa disponibilité aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire du prix ou de la valorisation de cette thématique en bourse, Ronnie? Là aussi, hein, c'est un outil que vous développez à la Financière de Galilée qui permet de mettre un prix ou une valorisation sur une thématique, en l'occurrence celle de l'alimentaire. Oui, alors d'ores et déjà, on peut dire que l'étude chiffrée qu'on a menée, elle est quand même assez encourageante pour cette thématique. Déjà, c'est une thématique qui tient très très bien depuis le début de l'année. On a une thématique qui fait environ moins 1,2% lorsque les marchés font les performances que vous connaissez, Grégoire. Donc c'est un petit peu, la thématique défensive. Voilà, la thématique qui a bien tenu. Il faut dire qu'elle est aussi plus value que croissance, hein. Elle est corrélée, on a fait la corrélation sur 2 ans, on peut regarder un peu sur plus longtemps aussi, à 0,93 avec le MSCI Value. C'est intéressant parce qu'on se dit intuitivement, tiens, alimentation, santé, etc., c'est plutôt dans le domaine du style croissance, et non, c'est pas si évident que ça. Disons que tout ce qui se rapporte à la technologie, oui, mais elle est aussi corrélée à la croissance, hein. C'est évidemment pas ça qu'on conteste, mais c'est plutôt une thématique value et c'est aussi pour ça qu'elle tient depuis le début de l'année, en tout cas mieux, parce que bien sûr la value tient mieux que la croissance depuis le début de l'année. Et aussi, je dirais que c'est une thématique assez intéressante, qui reste assez attractive, malgré le fait qu'elle est bien tenue. C'est peut-être pas celle qui a le meilleur potentiel de rebond, mais elle reste quand même très attractive, dans le sens où son price earning ratio est passé de 20 à 13 en un an. Et donc, effectivement, on a des prix un petit peu plus intéressants sur sa thématique. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors peut-être des faiblesses ou des points à surveiller dans cette thématique qu'on comprend évidemment, séculaire, multidécennale, etc. On a vu les forces et les dynamiques qui portent cette thématique. Sur le plan boursier, quelles peuvent être les faiblesses, Ronnie? Alors au niveau des faiblesses, il y en a 2 principales. Bien sûr, les risques politiques. Et on le voit bien sûr avec l'Ukraine et la Russie. À eux deux, 30% des exportations de blé. La tonne de blé a augmenté depuis le début de l'année de 42%, enfin depuis le début de la guerre. Elle a augmenté, je crois, depuis 5 ans de 88%, ce qui fait que de plus en plus de gens doivent consacrer une part plus importante de leurs revenus finalement à leur alimentation. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde quand même qui consacrent 80% de leurs revenus à l'alimentation. Donc ça, c'est quand même un des risques importants. Ça peut rapporter plus, bien entendu, à certaines sociétés, mais de manière générale, pour la thématique, c'est quand même un risque.
Et deuxièmement, il y a bien sûr le réchauffement climatique et les sécheresses de plus en plus nombreuses. Vous avez vu ce qui s'est passé en Australie notamment. La production australienne a dû être diminuée de moitié récemment. Donc c'est réellement, ça le risque climatique. Et je dirais, puisqu'on n'a pas parlé d'ESG, mais dans nos outils, on fait depuis récemment maintenant une analyse ESG, même un scoring ESG de la thématique. C'est pas la thématique la plus ESG. On a, nous, un score de 7,2 à peu près. Alors que le benchmark, le MSCI World, a un score de 7,8 sur 10 en termes de ESG. Qu'est-ce qui pêche? C'est qu'il y a pas mal d'entreprises, notamment américaines, de pesticides dans la thématique, ou alors d'exploitation de volailles massives qui viennent plomber un peu le score ESG de la thématique. Pour finir, Ronnie, qu'est-ce qu'on peut dire du gisement de fonds? Est-ce que c'est une thématique courue, j'allais dire, dans les marchés? Et puis, toujours, est-ce qu'il y a 1 ou 2 ou 3 supports là, qui vous paraissent intéressants et que vous utilisez même peut-être chez Financière Galilée? Bien sûr. Alors, vous connaissez tous Pictet Nutrition, très connu dans la gamme des fonds qui sont je dirais, tourné vers tout ce qui est food and beverage et agriculture aussi. Donc gestion active, là, pour le coup. Exactement, gestion active. Mais il y a aussi d'autres fonds intéressants. Alors, on a, nous, remarqué aussi BNP Paribas Smart Food. On a BNY Mellon Future Food. Bon, ça, c'est pour les fonds. On a aussi des ETF. Alors, des ETF qui ont très, très bien performé depuis le début de l'année, qui sont plus tournés agriculture, forcément, avec l'augmentation des matières premières. Plus matières premières en tant que telles. Ça a bien marché. Vous avez Vanek Agribusiness, par exemple, ETF, qui a très très bien marché. Sinon, j'ai aussi iShares Agribusiness, qui ont bien marché. Il faut savoir quand même que c'est des ETF qui sont positifs depuis le début de l'année, voire très positifs pour certains, entre 10 et 15% quand même. Donc voilà, alors, il y en a pour tout le monde. Il y a un gisement assez grand sur cette thématique, Grégoire, donc il y en a pour tous les goûts. Gestion active, gestion passive. La gestion thématique devient de toute façon de plus en plus étendue, puisqu'il y a un essor des fonds thématiques. Oui. Ronnie Michali, président de la Financière Galilée, qui vient régulièrement nous parler de gestion thématique dans Smart Bourse sur Bismart. Voilà pour cette dernière émission avant une pause estivale de quelques semaines. On se retrouvera en direct le jeudi 25 août à 12h30 sur Bismart pour une nouvelle saison de Smart Bourse. Les horaires restant les mêmes, 12h30, 13h à la mi-journée et 17h, 18h le soir.